Compte rendu de la 11e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 30 août 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 11e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 2 points. Le premier, de l'incident survenu dans une résidence diplomatique française à Kinshasa. Le président de la République est revenu sur l'incident survenu dans une résidence diplomatique française le 23 août dernier. En effet, quelques agents du parquet, accompagnés des policiers agissant sur la base d'une réquisition du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ont amorcé un déguerpissement irrégulier dans une résidence diplomatique française à Kinshasa, touchant dans la foulée 2 diplomates et leur personnel de garde. Outre que cet acte déplorable constitue une violation grave de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il constitue en même temps un incident offensant à l'endroit d'un pays ami avec lequel la République démocratique du Congo a toujours entretenu de très bonnes relations de coopération et de développement. C'est ainsi que le président de la République a exprimé son profond regret auprès de l'ambassadeur de France qui l'a reçu. Son action s'est inscrite dans la suite de celle qui a été amorcée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et par son collègue vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Tout en saluant et en félicitant la prompte réaction des autorités judiciaires face à cette forfaiture, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Justice et Garde des Sceaux, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature de prendre chacun en ce qui le concerne des dispositions nécessaires pour que des sanctions exemplaires soient infligées aux auteurs et de veiller à ce que pareils actes ne se reproduisent à l'avenir. Aussi a-t-il interpellé le bâtonnier national et les bâtonniers des différents ordres de la République de ne pas laisser hors sanction tous les avocats impliqués dans le ficelage de ce genre de procédures qu'ils accomplissent généralement en marge de leur déontologie professionnelle. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'harmoniser le calendrier de la rentrée académique. Le président de la République tient à l'harmonisation du calendrier académique au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire pour stopper cette tendance à l'anarchie où des établissements fixent de manière individuelle et sans concertation leur propre calendrier académique, notamment la date de la rentrée. Cette situation crée un désordre qui perturbe l'organisation, la préparation des étudiants ainsi que celle de leurs parents. Pareille situation ne peut donc être tolérée. Il est impératif que toutes les institutions académiques respectent rigoureusement les calendriers fixés par les autorités compétentes. La rentrée académique doit être uniforme et synchronisée sur l'ensemble du territoire national afin de garantir une gestion optimale de notre système éducatif et de favoriser l'égalité des chances pour tous les étudiants, tant au niveau national qu'au niveau international, a martelé le président de la République. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a donc été instruite à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer cette harmonisation, car il y a lieu de rappeler fermement à chaque établissement l'obligation de se conformer aux directives officielles. Par ailleurs, le président de la République a insisté sur des sanctions strictes qui devront être appliquées à l'encontre des institutions qui persisteraient à se soustraire de cette mesure. Il attend un rapport sur l'exécution de cette instruction avant la prochaine rentrée académique. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a commencé d'abord par saluer la signature de l'accord intervenu entre le gouvernement
et les syndicats du sous-secteur de l'éducation qui balisent la voie à une rentrée scolaire apaisée. Elle a rassuré que le gouvernement continuera de tout mettre en œuvre pour améliorer progressivement les revenus des enseignants. Toutes les organisations syndicales ont été remerciées pour avoir privilégié l'intérêt supérieur de la nation et de nos enfants. Elle a promis pour sa part que le gouvernement maintiendra ces climats de dialogue. Changeant de chapitre, la Première ministre est revenue sur la nécessité de soutenir les opérateurs économiques nationaux en vue de la structuration du nouveau système productif national. Elle a rappelé que le gouvernement de la République est résolument engagé dans des réformes structurelles à l'effet d'assurer la diversification de l'économie nationale, gage de la stabilisation du cadre macroéconomique et du renforcement de sa résilience face aux chocs exogènes. Cette question a fait l'objet des discussions de la réunion du comité des conjonctures économiques qu'elle préside chaque mercredi et qui s'est penchée entre autres sur les mesures à prendre pour renforcer les capacités techniques, managériales et financières des opérateurs économiques nationaux en vue de la création d'une bourgeoisie nationale d'affaires et d'une véritable classe moyenne congolaise. La Première ministre a aussi rappelé la décision du Conseil de ministres tenue le vendredi 11 août 2023 relative à l'activation du programme de promotion des produits et des services du label La République démocratique du Congo Pro-Label RDC en tant qu'instrument de politique économique et commerciale du pays. Les dispositifs de ce programme innovant a pour but d'assurer la diversification contrôlée de l'économie nationale grâce à la relance du secteur productif national et la montée en puissance de produits locaux ou des produits made in RDC. À cet effet, elle a invité les ministres sectoriels concernés à examiner avec les groupes des chercheurs indépendants et a soumis ce programme au gouvernement les dispositions pratiques en vue de sa mise en œuvre effective. Sur un autre chapitre, la Première ministre a rappelé la nécessité de moderniser des marchés dans les grandes agglomérations du pays. À la suite de l'incendie survenu au marché des Libertés de Massina à Kinshasa le 25 août dernier, elle a présidé à ses propos le lundi une séance de travail avec les délégués de commerçants victimes de l'accident, les membres du gouvernement concernés ainsi que les autorités provinciales de la ville. La Première ministre a annoncé qu'une commission ad hoc sera convoquée dans les tout prochains jours pour examiner plus structurellement la problématique du relèvement de marché aux standards requis. Sur un autre volet, la Première ministre a évoqué les dossiers des obsèques de M. Hassani Walesomba Emmanuel, connu comme concepteur de premières armoiries de la République démocratique du Congo en 1961. Elle a souligné qu'au-delà des funérailles dignes à lui offrir, il mérite une décoration à titre posthume pour son œuvre d'esprit qui symbolise la République démocratique du Congo. Avant de boucler son propos, la Première ministre a annoncé l'organisation prochaine pour la toute première fois dans notre histoire d'une Coupe d'Afrique des Nations, d'une compétition donc à l'échelle continentale. Il s'agit de la Coupe d'Afrique handball senior féminin qui Kinshasa accueillera du 27 novembre au 7 décembre 2024, handball senior dames plutôt. Une autre grande compétition de boxe est projetée et le ministre des Sports a été chargé de suivre de près toutes ces questions d'organisation. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure globalement calme. La semaine qui se termine a été marquée par quelques faits, notamment des réactions mitigées quant à l'appel au dialogue national par certains acteurs politiques, mais souhait de plus forte cohésion nationale face à l'insécurité persistante dans l'Est de la RDC, le préparatif de la rentrée scolaire 2024-2025 prévu le 2 août prochain, et les vœux des populations des provinces du Kwilu, du Nord Ubangi, de voir s'organiser les élections des députés et sénateurs, ainsi que celles des gouverneurs de province par la Commission électorale nationale indépendante, aux fins d'avoir des représentants bénéficiant de la confiance de leurs électeurs. Au chapitre politique, le vice-ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières a fait état des troubles à l'ordre public observés dans la ville de Lubumbashi, ce qui l'a amené à rappeler aux dirigeants de partis politiques
les devoirs qui leur incombent d'assurer une éducation civique conséquente à leurs militants. Dans les mêmes chapitres, il a rappelé au Conseil la problématique liée au cadre de travail et la prise en charge de 915 conseillers communaux à travers la République, ainsi que l'organisation des élections de maires et bourgmestres. Des solutions du gouvernement sont en vue sous sa supervision. Par ailleurs, le vice-ministre de l'Intérieur a informé le Conseil de l'adoption du plan de lutte contre les embouteillages, la criminalité et l'incivisme de motocyclistes au cours de la réunion de commandement de la police nationale congolaise que le vice-premier ministre a présidé le 29 août 2024. Kinshasa est prise comme phase pilote pour la mise en œuvre de cette initiative qui vise à fluidifier le trafic dans nos villes. Il a par la suite brièvement brossé la situation sécuritaire dans les autres provinces de la République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a présenté quant à lui la situation opérationnelle qui reste dominée par la situation dans l'est de la RDC. En présentant les éléments liés à cette situation, il a mis en exergue quelques faits saillants dominant sur l'ensemble de la province du pays, sur l'ensemble du pays, principalement au nord et au sud Kivu. Le vice-premier ministre est aussi revenu sur la situation dans les autres provinces, notamment dans le Grand Bandundu, avec quelques incursions des Mobondo, ainsi que la réaction irréservée par nos forces de défense et de sécurité. Au Lualaba, il a évoqué les événements de l'Huilou, où une société minière a requis des éléments de l'armée pour faire partir ces quelques exploitants illégaux de leur site, ce qui a conduit à des échauffourées, qui a conduit à la mort de 2 compatriotes et occasionné plusieurs blessés. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, envisage d'y dépêcher une mission pour procéder à l'identification des sites miniers qui ont véritablement besoin d'être sécurisés par de forces armées. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a informé le Conseil que la situation économique nationale au cours de la 4e semaine du mois d'août sous examen a été marquée par le maintien de la stabilité sur le principal marché des prix de biens et services. En effet, l'inflation a ralenti, se situant à 0,147%, contre 0,176% la semaine précédente. En ce qui concerne le taux d'échange au 23 août 2024, le franc congolais s'est apprécié à 1,70% en rythme hebdomadaire, situant les taux à 2795 francs congolais le dollar américain sur le marché interbancaire. Au parallèle, le taux s'est établi à 2870,32 francs congolais, enregistrant une dépréciation d'1% par rapport à la semaine précédente. Quant à la croissance économique, les projections indiquent un taux de croissance de 4,7% en 2024, soutenu principalement par les secteurs miniers. Considérant les facteurs de risques externes et internes, elle a recommandé la poursuite de la coordination des politiques monétaires et budgétaires dans le but de réduire progressivement les pressions exercées par la liquidité excédentaire sur le taux d'échange et l'inflation, le maintien d'une rigueur budgétaire favorisant l'accumulation de marges de trésorerie, la mise en œuvre de mesures de dédollarisation visant à stimuler la préférence pour la monnaie nationale et la mise en œuvre des actions de politique sectorielle pouvant soutenir la diversification de l'économie. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de la justice. Prenant la parole au nom du ministre de la Justice, du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le ministre de la Communication et Médias a présenté au Conseil une note d'information portant sur les enjeux du contentieux international, l'ouverture de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda devant la Cour des États de la Communauté de l'Afrique de l'Est le 26 septembre prochain. Il a commencé par dresser un état des lieux global avant de préconiser de pistes de solutions assorties de propositions de mesures concrètes dont certaines sont déjà en cours de mise en œuvre, lesquelles doivent garantir une nouvelle impulsion dans la gestion du contentieux international. C'est à ce titre que le vice-ministre en charge du contentieux international, justement, a effectué sur ordre de la première ministre une série des missions à Paris, Bruxelles, Arusha et Washington, lesquelles missions commencent déjà à donner des résultats.
par la programmation de l'examen de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda en audience publique de la Cour de justice de l'Eastern African Community, l'audience étant prévue le 26 septembre 2024. Toute cette action s'inscrit dans l'optique du président de la République qui a conçu, entre autres fronts, le Front judiciaire international pour s'assurer de la défense de la souveraineté, de l'intégrité de notre territoire, de ses intérêts économiques, ainsi que la bataille pour obtenir réparation pour tous les préjudices causés du fait de cette guerre. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Mesures conservatoires à prendre dans les zones occupées par les groupes armés et les M23 RDF. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a informé les conseils d'une série de mesures conservatoires à prendre dans son secteur concernant les zones occupées par les groupes armés et le mouvement terroriste M23 RDF. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a présenté au Conseil les dites mesures se basant sur les dispositions de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980. Elle a précisé que les mesures proposées visent à sauvegarder l'intégrité du territoire national, à affirmer les attributs exclusifs de l'État en matière de la propriété foncière, de gestion et d'attribution de terres, protéger les patrimoines immobiliers de l'État dans les zones sous occupation, protéger les patrimoines fonciers immobiliers des particuliers, des populations rurales et communautés locales en déplacement dans toutes les zones occupées, garantir le droit régulièrement acquis et enregistré contre toute forme d'expoliation, surseoir à la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi contre les concessionnaires, empêcher d'émettre les fonds en valeur. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Visite du staff du Fonds monétaire international. Le ministre des Finances a porté à la connaissance des membres du Conseil la visite prochaine du staff du Fonds monétaire international attendue dans le cadre des discussions pour le nouveau programme soutenu par la Facilité élargie de crédit et d'un programme au titre de Facilité pour la résilience et la durabilité RST. Il a indiqué qu'à travers ces deux programmes, le gouvernement pourrait mobiliser jusqu'à 2,5 milliards de dollars américains à raison de 1,5 milliard sur 3 ans au titre de la facilité élargie des crédits et 1 milliard de dollars pour la RST. La mobilisation de la RST reste tributaire de l'existence préalable d'un programme, en l'occurrence le programme de facilité élargie de crédit. Ainsi, une mission de l'équipe RDC du fonds séjournera à Kinshasa du 5 au 1er septembre 2024 pour collecter les données nécessaires à la négociation de ces deux programmes qui pourraient intervenir au mois de novembre prochain, immédiatement après les assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Pour ce faire, le ministre a sollicité la disponibilité et l'implication des membres du gouvernement concernés pour les discussions avec la dite mission. Le Conseil a pris acte de sa note. Sur le point de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a brossé la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Il a présenté aux membres du gouvernement la note d'information sur la situation épidémiologique. Il s'est agi principalement de l'épidémie Monkeypox qui connaît un cumul de 18 839 cas suspects, dont 4 874 confirmés, 3 456 guéris et 621 décès, soit une létalité de 3,3%. Plusieurs actions sont menées pour assurer une riposte conséquente, notamment l'arrivée attendue des vaccins, les contrôles aux frontières, le renforcement de la sensibilisation et la prise en charge gratuite des cas confirmés. À ce jour, la République démocratique du Congo dispose de plus de 15 000 kits de médicaments permettant d'assurer la prise en charge gratuite et totale de malades identifiés. Au regard des mesures prises, de la recherche active des cas, de l'arrivée attendue des vaccins, ainsi que d'autres dispositions prises, l'épidémie est donc bien contenue.
pour les experts nationaux et étrangers qui se réunissent hebdomadairement autour du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, il n'y a donc pas de raison d'envisager le report de la rentrée scolaire 2024-2025. Par contre, il est recommandé aux écoles, aux parents, aux élèves d'observer les mesures barrières quant à ceux et de suivre régulièrement les communications qui sont faites à ces propos par le ministre de la Santé. Il a aussi fait le point de l'évolution de la situation du choléra. Problématique de la farine de maïs contaminée à la aflatoxine et mesures urgentes. Le ministre du Commerce extérieur a présenté au Conseil la problématique de la farine de maïs contaminée à l'aflatoxine, substance toxique présentant un danger pour la santé humaine et animale. Partant des échanges récents sur la question, notamment avec son homologue zambien, et des conclusions de la Commission sanitaire et phytosanitaire dirigée par le secrétaire général au commerce extérieur, il a soutenu que la menace a été confirmée et les différentes marques de fabrique des commerces de la farine contaminée ont été identifiées, suivant la communication que son ministère avait faite durant la semaine qui s'est achevée. Afin de parer à toute éventualité et à tout risque, des mesures préventives ont été prises en urgence pour protéger la population, notamment l'interdiction d'entrée sur le territoire national de la farine de maïs de marques de fabrique et des commerces identifiés, l'interdiction sur l'ensemble du territoire national de la consommation, la commercialisation et la distribution de la farine de maïs de marque citée. D'autres mesures à moyen et long terme ont été prises dans le cadre de la menace pour circonscrire la menace, le nouveau comportement de la population des opérateurs économiques après la première annonce de mesures préventives. Rapport de la troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation de la pêche et de l'aquaculture des lacs Édouard. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a fait le rapport de travaux de la troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation de la pêche et de l'aquaculture des lacs Édouard et Albert qui se sont déroulés à Kinshasa du 19 au 22 août 2024. Les résolutions prises prévoient respectivement la gestion harmonieuse des ressources halieutiques par les deux États, à savoir la République démocratique du Congo et l'Ouganda, la protection des pêcheries et des autres ressources naturelles des bassins de lacs Édouard et Albert, la cessation immédiate des arrestations arbitraires des pêcheurs et pisciculteurs congolais et ougandais, la création des mécanismes des règlements de conflits entre pêcheurs et pisciculteurs, l'organisation de patrouilles mixtes pour la surveillance des activités de pêche et d'aquaculture, la sensibilisation des communautés par la non-utilisation des engins et techniques de pêche prohibés, la production des statistiques de pêche et d'aquaculture dans les deux États, la tenue d'un conseil de ministres extraordinaire à Kampala au mois de mars 2025. À l'issue de cette session du Conseil de ministres, la présidence de l'organisation est revenue à la République démocratique du Congo par son ministre de la Pêche et de l'Élevage. Le Conseil a aussi pris acte de ces rapports. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 12e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le 23 août 2024. Au quatrième chapitre du Conseil de ministres, relatif à l'examen et adoption de dossiers. 4 dossiers. 1. Formalisation du GEO-RDC et mise en place d'un géoportail. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a soumis au Conseil le dossier de formalisation du groupe On Earth Organization Group sur l'observation de la Terre GEO-RDC et des mises en place d'un géoportail. Il a motivé la nécessité d'avoir un cadre juridique solide pour la gestion des données géospatiales en vue d'assurer une coordination efficace entre les différentes politiques sectorielles en matière d'observation de la Terre, d'où la création d'un service public dénommé GEO-RDC. Partant du local content, il a soutenu la participation des acteurs locaux et la valorisation de compétences nationales afin d'utiliser de manière autonome les technologies liées à l'observation de la Terre. La maîtrise nationale des données géospatiales reste une question de souveraineté garantie pour prévenir tout risque d'appropriation illégitime
par des acteurs étrangers. Quant à l'optimisation du PEDEL 145 territoires, l'accent a été mis sur l'approche intégrée combinant planification spatiale et socio-économique pour réaliser l'ambition de stimuler les développements à partir de la base. Les différentes sources de financement du géoportail ont aussi été expliquées. Pour terminer, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a précisé que le gouvernement tient à construire un avenir durable et prospère pour tous les Congolais, la planification spatiale étant le socle du développement équitable, équilibré et durable. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. 2. Mesures de soutien aux entreprises et populations se trouvant dans les provinces victimes de l'agression rwandaise. Faisant suite aux recommandations du président de la République au cours de la 7e réunion du Conseil de ministres, le ministre des Finances a présenté les mesures de soutien en faveur des entreprises et populations se trouvant dans les provinces victimes de l'agression rwandaise. Elles ont été discutées au cours de la session ordinaire de la commission tarifaire tenue le 20 août 2024. Il a indiqué que la batterie des mesures proposées pour une durée de 12 mois s'adosse à celles prises auparavant dans le cas de la lutte contre la vie chère et vise à assouplir les charges fiscales des entreprises de province du Nord Kivu, du Sud Kivu, Maniema et de la Grande Orientale et à leur offrir des facilités en matière fiscale, douanière et parafiscale. Au nombre des mesures proposées figurent entre autres la suspension des missions de contrôle sur place pour une durée de 12 mois au niveau national et provincial, les facilités des paiements par échelonnement pour une durée de 12 mois des impôts et des taxes établis par les administrations, les recours aux déclarations incomplètes ou provisoires pour les dédouanements des marchandises importées dans les cadres de l'aide humanitaire. Ces mesures proposées permettront in fine de contribuer à la baisse des charges d'exploitation des entreprises, ce qui aura l'avantage de les rendre plus compétitives et à leur offrir de marges de trésorerie nécessaires pour faire face à une conjoncture difficile. Un projet de décret portant mesures d'allègement fiscaux, non fiscaux, parafiscaux, ainsi que des facilités douanières en faveur de provinces concernées sera soumis à l'approbation du gouvernement. Certaines mesures envisagées nécessitent une concertation préalable avec les provinces affectées par la crise sécuritaire. Outre les mesures précitées, le ministre des Finances a recommandé au gouvernement d'envisager certaines facilités ne cadrant pas avec les allègements fiscaux évoqués si haut. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Le troisième dossier a porté sur le profil de mandataire public. Faisant suite aux instructions du président de la République au cours de la 2e réunion ordinaire du Conseil de ministres du 21 juin 2024, les ministres du portefeuille a soumis au Conseil les dossiers liés au profil des mandataires publics. À cet effet, il est indispensable que les mandataires publics puissent disposer des compétences particulières et spécifiques en vue d'assumer avec professionnalisme et circonspection les fonctions qui leur sont confiées par la très haute hiérarchie. Évoquant les critères d'ordre général, lesquels se conforment aux dispositions de la loi numéro 8/10 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, les ministres du portefeuille a cité respectivement les qualifications académiques, l'esprit stratégique, les valeurs morales et éthiques, l'expérience en finance et audit, la connaissance des lois et de la gouvernance d'entreprise, l'ouverture internationale et l'expertise professionnelle. Il a insisté sur la nécessité d'éviter les cumuls de mandats. D'autres critères spécifiques du recrutement sont également pris en compte selon les dispositions légales de l'acte uniforme de l'OHADA. Par exemple, le profil du mandataire doit être en adéquation avec la filière et l'objet social de l'entreprise. Les directeurs généraux ou les directeurs généraux adjoints doivent avoir fait carrière dans l'entreprise ou dans les mêmes secteurs d'activité ou avoir des compétences transférables et l'exigence de détenir des diplômes d'études supérieures et des compétences en matière de gestion. Les recrutements de tout mandataire public, soit-il actif ou non actif,
devra ainsi se faire. Le ministre du portefeuille a rappelé que la performance d'une entreprise et sa capacité de réaliser les résultats escomptés sont liés à la qualité de la gouvernance d'une part et à la culture des gestions axée sur les résultats d'autre part. Ceci n'est possible que si les mandataires sont pétris de compétences et de formations solides, d'où la nécessité de promouvoir des candidats capables de développer et de pérenniser les activités dans l'entreprise, dans les secteurs du portefeuille de l'État, mais aussi dans les secteurs des entreprises et des établissements publics. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Le quatrième dossier a concerné la validation de la politique nationale du tourisme. Le ministre du Tourisme a saisi le Conseil pour parler du forum de validation de la politique nationale du tourisme prévu du 10 au 12 septembre prochain. Il a indiqué que l'objectif majeur de ces assises consiste à fédérer les énergies des différentes parties prenantes de la chaîne de valeur du tourisme en vue de réfléchir et de mettre en place les mécanismes d'enrichissement et de validation de la politique nationale du tourisme. De ce fait, la politique nationale du tourisme se donne entre autres comme ambition de créer un cadre stratégique d'orientation pour l'accroissement des investissements touristiques, notamment l'augmentation de capacités d'événements, ou encore renforcer le partenariat public et privé pour la diversification de l'offre touristique, la création de nouvelles destinations touristiques à travers le pays et l'amélioration de la qualité des prestations. Afin de mieux appréhender les défis majeurs de ces secteurs pour y apporter une thérapie de choc adaptée et durable, le ministre du Tourisme a préconisé la tenue du panel gouvernemental dans le cadre du forum précité pour mettre en exergue le caractère transversal de son secteur et construire la synergie nécessaire pour son développement. Il a, pour ce faire, sollicité et obtenu la disponibilité des membres du gouvernement et leur implication dans ces processus. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 3 textes, projet de décret. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a soumis au Conseil le projet de décret portant modification et complétant les décrets numéro 15/31 du 14 décembre 2015 portant création, organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP. Après l'extension du régime contributif à la quasi-totalité des agents publics, il fallait se conformer aux normes internationales relatives aux caisses de sécurité sociale. Pour ce faire, ce projet de décret intègre dans la structure de la CENSAP un conseil d'administration de 14 membres en raison de 7 représentants de l'État employeur et 7 représentants des agents assujettis. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Le deuxième projet de décret, projet d'ordonnance-loi, les ministres de la Communication et des Médias, représentant le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours à partir du 9 septembre 2024. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces projets d'ordonnance-loi. Le dernier texte soumis à l'examen du Conseil, projet de loi portant sur les secteurs de la culture, art et patrimoine. La ministre de la Culture a donc présenté le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. Ces textes fixent les principes fondamentaux, notamment sur les financements du secteur de la culture, sur la protection et la promotion des langues nationales et locales, sur la politique des restitutions des biens culturels exportés illicitement à l'étranger, sur l'économie de la culture et sur la promotion des arts. Elle a précisé que ces cadres législatifs se conforment aux normes internationales et prennent en compte la valorisation de l'identité culturelle de notre pays dans sa diversité et la protection artistique. Il facilitera ainsi la bonne marche du secteur culturel du pays dans son ensemble, d'autant plus que les artistes et opérateurs culturels ont réclamé depuis plus de 20 ans son adoption. Reposant sur plusieurs axes stratégiques,
Ce projet de loi vise à placer la culture au centre des enjeux sociétaux nationaux en créant des synergies avec d'autres secteurs afin de générer des emplois, jouer son rôle dans le développement économique, faciliter l'inclusion de certaines catégories de la population et pacifier les relations intercommunautaires. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Commencé à 14h04. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h01. Je vous remercie.